on va pouvoir attaquer. Moi, je m'appelle Thibaut Gabriargues. J'ai cofondé la société Rivage. On est un cabinet de conseil sur les enjeux de biodiversité. Je dirai quelques mots après sur ce qu'on fait. Et je suis accompagné d'Hortense Serré, que vous voyez à l'écran aussi, qui est fondatrice de Nabi Écologie et qui est docteur en écologie. Salut Hortense. Je te laisserai te présenter et dire quelques mots sur toi juste après. Du coup, moi, je suis ravi d'être ici, parce que ça fait un bout de temps qu'avec Hortense, on pense à faire ce webinaire qui sont les pièges à éviter pour une démarche biodiversité réussie lorsqu'on veut travailler du coup sur la biodiversité dans son organisation. Donc, avant l'été, on est ravis de pouvoir vous proposer ce moment d'échange pour savoir ne pas quoi faire pour agir correctement sur la biodiversité dans son entreprise. Alors, très rapidement, un petit mot sur Rivage. Nous, on est une société de conseil, on accompagne les entreprises vers la préservation du vivant. Et on a une mission chez nous qui est d'accélérer la prise en compte de la biodiversité dans l'économie. On sait qu'il y a du boulot, on sait qu'il y a du chemin à faire sur ça. Très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, on a deux grandes typologies d'offres. Une offre de sensibilisation où on a créé des outils pédagogiques pour sensibiliser les collaborateurs, les entreprises aux enjeux de la biodiversité et à la compréhension des liens d'interdépendance entre les organisations et les écosystèmes. Et ensuite, on déploie aussi des accompagnements de conseils en stratégie biodiversité et en accompagnement RSE. Donc, on va passer 1 heure ensemble et au programme, donc on va voir quels sont les pièges à éviter pour mettre en place une stratégie biodiversité dans son entreprise. Donc, Hortense, je te laisserai te présenter juste après. Ensuite, on va faire un petit état des lieux de la situation. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet et pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça aujourd'hui? Ensuite, on va passer une grosse partie de cet échange à un peu ratisser les grands pièges à éviter. Et ensuite, on vous rappellera quelles sont les grandes étapes à mettre en place pour une démarche biodiversité dans son entreprise. Et on se gardera à peu près 5 minutes à la fin de l'échange, un peu plus si c'est possible, pour répondre à vos questions. Vous avez un chat disponible sur l'outil. C'est un petit onglet en bas à droite. Voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions pendant l'échange. On les prendra à la fin. On essaiera de tout prendre. Si vous avez des questions pendant, on essaiera aussi, dans la mesure du possible, de les prendre pendant l'échange pour que ça soit interactif. Mais sinon, voilà, on essaiera de tout prendre à la fin. Hortense, première question, c'est une question qu'on a l'habitude de poser, nous, à toutes les personnes qu'on invite sur ce webinaire. C'est la question que tu vois à l'écran. Que représente pour toi le vivant, Hortense? Et tu peux du coup en profiter pour dire un peu plus de mots sur qui tu es. Ok. Et bonjour. Merci beaucoup Thibaut et merci de m'avoir invité. Donc moi je m'appelle Hortense Serré, donc j'ai plutôt un parcours scientifique en biologie, histoire et philosophie des sciences et économie écologique. Et donc comme tu disais, j'ai fait un doctorat en écologie au Muséum d'histoire naturelle sur l'intérêt des espaces verts d'entreprise pour la biodiversité. Voilà. Et donc aujourd'hui, mes missions, elles s'articulent autour de 3 grands piliers avec Nabi Écologie. Je suis donc écologue, c'est-à-dire que je fais des diagnostics faune-flore de terrain. Je fais pas mal de formations et de sensibilisation aux enjeux biodiversité dans les entreprises et aussi de l'accompagnement technique sur tous les sujets en lien avec des stratégies biodiversité, comment mieux les intégrer dans les stratégies d'entreprise. Voilà. Et donc, le vivant, pour moi, ça a toujours été, on va dire, une source d'émerveillement et de curiosité. Voilà, quand j'étais petite, j'adorais regarder les trucs avec des microscopes. Voilà. Et du coup, c'est aussi une source de bien-être parce que je pense que ce que je préfère dans la vie, c'est me poser au soleil, au calme, en écoutant les oiseaux ou les cigales quand c'est la saison. Et voilà, donc en fait, c'est des petits plaisirs simples qui sont vraiment liés au vivant et à la beauté de la nature, voilà, assez simplement, on va dire. Simple, mais efficace. Et effectivement, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir ça. Super. Merci Hortense pour ce moment de partage. Avant de commencer, du coup, dans le cœur du sujet, ce que je vous propose, c'est peut-être une petite mise en contexte
aussi de pourquoi nous, est-ce qu'on choisit d'aborder ce sujet aujourd'hui, avec un rappel de la situation en introduction. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Pendant longtemps, le sujet de la biodiversité, on sait, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, il n'a pas du tout été traité à la hauteur des enjeux dans la société, dans l'économie, dans les entreprises, à tel point que, ici, vous voyez un chiffre à l'écran, c'est le chiffre du 5e bilan de la déclaration des performances extra-financières qui a été publié en fin 2022 par le MEDEF, qui disait que sur les 100 plus grandes entreprises françaises, il y en avait à peine 14 qui avaient intégré des informations sur la biodiversité dans leur reporting. Et sur ces 14 entreprises, il y en avait une seule qui avait intégré des informations sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. On verra que c'est un sujet, notamment juste après, un sujet de piège à éviter, ne pas forcément prendre en compte l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pourtant, on le sait de plus en plus, la biodiversité, aujourd'hui, elle est centrale dans nos modes de vie, elle est centrale dans l'économie, elle est centrale dans nos sociétés, à tel point qu'il y a un rapport assez récent qui est sorti en décembre dernier par la Banque centrale européenne, donc pas n'importe qui indiquait qu'il y avait 72% des entreprises de la zone euro qui dépendent de manière critique des services écosystémiques. Un autre chiffre un peu plus connu, si vous travaillez sur les enjeux de biodiversité, vous avez déjà dû l'entendre pas mal de fois, j'imagine, c'est qu'il y a 50% du PIB mondial aujourd'hui qui dépend directement de la biodiversité, selon le Forum économique mondial. Et selon un rapport qui est paru aussi en 2022 de la Banque de France, il y a 42% du montant des actions et des obligations qui sont détenues par les institutions financières françaises qui sont émises par des entreprises qui sont fortement dépendantes d'au moins un service écosystémique. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'économie, elle est extrêmement dépendante des écosystèmes, de la biodiversité. Et du coup, depuis quelques années, depuis 2022 notamment, et depuis le cadre et depuis la tenue de la COP15 biodiversité qui s'est tenue à Montréal et les accords de Kunming-Montréal qui ont été signés en décembre 2022, le cadre, il a commencé à se structurer et la prise en compte de la biodiversité, elle a commencé à s'accélérer. Ça a été un peu on va dire, pas le point de départ, mais un moment d'accélération de la prise en compte de la biodiversité dans la société. Pourquoi? Parce que, du coup, à travers ce cadre-là et à travers cette COP 15, donc ça a permis l'adoption de tout un tas d'objectifs et de différentes cibles, notamment la préservation de 30% des terres et des mers, l'augmentation des financements de préservation de la biodiversité du nord vers le sud et l'établissement de différentes cibles, comme vous pouvez voir à l'écran, comme par exemple la cible numéro 7, qui est la réduction des pollutions et la réduction du risque lié aux pesticides et aux produits chimiques. L'actualité extrêmement récente, qui date d'hier, nous prouve qu'on ne va pas forcément dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est un cadre qui a été posé par les accords de Kunming-Montréal. Voilà, il y a d'autres objectifs aussi, d'autres cibles, comme la cible 11, qui est le maintien et l'augmentation des contributions de la nature, la cible 14, l'intégration des valeurs de la biodiversité dans les processus de décision, la cible 15, qui est l'encouragement à ce que les entreprises évaluent leur dépendance aux écosystèmes et évaluent les risques qui pèsent sur leurs activités du fait de l'érosion de la biodiversité. Donc voilà, donc ça, c'est un cadre qui a été posé à l'échelle internationale. À l'échelle nationale, ça s'est traduit par l'adoption de la stratégie nationale biodiversité 2030, qui a été posée après, du coup, et qui engage la France au titre de la Convention de la diversité biologique. Et donc, il y a tout un tas de mesures qui ont été posées, qui ont été prises en compte pour la biodiversité. Donc là, pareil, je vous en ai mis quelques exemples. Il y a la mesure numéro 4 qui est d'agir sur les importations, la mesure 31 qui est d'accompagner les entreprises pour renforcer leurs engagements, la mesure 32 pour éclairer le choix des consommateurs et la mesure 39 pour mobiliser les financements privés en faveur de la biodiversité. Donc ça, c'est encore un cadre national qui a été posé. Et à l'échelle des entreprises, il y a aussi des cadres qui ont été posés
notamment le cadre de la TNFD, qui veut dire Task Force on Nature Related Financial Disclosure, qui a notamment proposé un cadre méthodologique et un outil de mesure des liens des activités des entreprises aux écosystèmes, notamment à travers la méthodologie LEAP, qui veut dire localiser, évaluer, analyser, préparer. Il y a aussi le cadre de SBTN, voilà, qui a été posé et qui permet aux grandes entreprises, enfin c'est surtout adapté aux grandes entreprises, de traiter leurs enjeux biodiversité. Pour les petites et moyennes entreprises, il y a aussi des cadres qui se sont développés. Il y a le cadre d'entreprises engagées pour la nature qui s'est développé et qui vise une accélération dans les prochaines années d'octroi du label auprès des entreprises. Dans les prochaines années, ils sont fixés notamment un objectif que à peu près 5000 entreprises soient entreprises engagées pour la nature d'ici à 2030. Vous pouvez voir en haut à droite, il y a aussi le logo de Act Biodiversité qui est en train de se structurer et dont la méthodologie devrait sortir au T4 2025. Il y a aussi le Lab Transition Nature qui a émergé très récemment par le WWF, dont l'objectif est de rapprocher le cadre d'entreprises engagées pour la nature destiné plutôt aux PME et le cadre de SBTN qui est destiné plutôt aux grandes entreprises. Voilà, donc il y a tout un tas de cadres et de méthodologies, d'outils qui sont posés et qui visent à l'accélération de la prise en compte de la biodiversité dans les entreprises. Mais malgré tout ça, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. À tel point qu'il y a une étude qui a été menée par le BCG en 2021 qui disait que sur les 30 plus grandes entreprises françaises, il y en avait à peu près 86% d'entre elles qui prévoyaient de mener une stratégie biodiversité dans les années à venir, mais que sur ces 90%, il y en avait à peine 4% qui se sentaient bien informés sur les actions à prendre en compte pour la biodiversité. Donc voilà, il y avait vraiment cette observation d'un manque de connaissances sur les enjeux pour pouvoir traiter correctement le sujet. Et de l'autre côté, comme tout se structure, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui se sentent concernées, qui ont envie d'agir. Et donc, on assiste inévitablement à une multiplication de la diversité des pratiques en faveur de la biodiversité dans les stratégies des entreprises. Et du coup, qui dit multiplication des pratiques, dit forcément des erreurs et des mauvaises façons de faire qui sont mises en place. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce webinaire avec Hortense et pour raconter un peu quels sont les grands pièges à éviter quand on veut avancer sur cette stratégie biodiversité dans son entreprise. Donc, voilà un peu pour le contexte. Donc, maintenant, on va vous raconter un peu quels sont les grands axes à avoir en tête quand on veut agir et les grands axes à avoir en tête pour éviter de faire des erreurs lorsqu'on veut agir pour la biodiversité dans son entreprise. Et on va commencer par la partie mesure et suivi et par ce premier piège qui est de travailler seulement à l'échelle de ces sites. Hortense, je vais te laisser la parole et je vais te poser cette première question. Pourquoi c'est une mauvaise idée de travailler seulement à l'échelle de ces sites quand on veut traiter la biodiversité dans son entreprise? Alors, en fait, en général, c'est souvent ce qui est le plus facile à faire. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se disent, bon, je vais d'abord agir là où j'ai la main, ce qui est logique et normal. Et c'est peut-être aussi la première chose à faire, de se dire, si j'ai un peu d'espace vert, comment je peux faire pour l'améliorer pour la biodiversité. On y reviendra plus tard, mais les sites d'entreprise, les espaces verts des entreprises, vu que j'ai fait aussi ma thèse là-dessus, c'est intéressant d'un point de vue connectivité écologique, ça peut accueillir des espèces, etc. Pour peu qu'on le gère bien, et ça peut être intéressant aussi pour les salariés, pour un genre de reconnexion à la nature. Mais souvent, en fait, il ne faut pas vraiment s'arrêter là, parce qu'on se rend compte que sur les sites, bien sûr, on a une petite marge de manœuvre, mais en fait, les impacts les plus forts qu'on va avoir dans son organisation, ça va être surtout sur, évidemment, la chaîne de valeur et tous les approvisionnements. À titre un petit peu
pour avoir des échelles des ordres de grandeur. Il y a plusieurs études qui ont montré, par exemple, sur un bâtiment construit, que l'impact global en fait, du bâtiment, c'est à peu près 80 à 90%, voire 95%, les matériaux de construction du bâtiment, beaucoup plus que finalement sur le site, qui vont avoir des impacts, qui vont générer des pressions négatives sur la biodiversité. Donc voilà, il y a tout ce qui est en amont, on va dire, mais il ne faut pas aussi oublier tout ce qui est en aval. Ça veut dire que la déconstruction, par exemple, d'un bâtiment, ça va générer des déchets, etc. Donc voilà, donc bien travailler sur ne pas se contenter du site, se dire que finalement, si je mets des ruches, alors je donnais cet exemple là dans mon petit post LinkedIn parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui se disent bon bah tiens, je vais mettre des ruches. Et enfin, c'est fou qu'on en soit toujours là, hein, que je vais mettre des ruches, je vais faire une action biodiversité. Alors les ruches, on adore les abeilles, hein, surtout avec la loi du plomb là, voilà, qui vient de passer, c'est un petit peu la déprime, mais on aime les abeilles, mais en fait, mettre des ruches sur son site, ça va favoriser qu'une seule espèce, l'abeille mellifère, Apis mellifera, et ça va produire du miel, très bien, mais ça, on est plus dans des actions d'agriculture urbaine, on va dire, que de biodiversité. Parce que c'est comme, un jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça en fresque, mettre des ruches partout, c'est comme pour sauver les abeilles, c'est comme si on mettait des poulaillers partout pour sauver les oiseaux. Je trouvais ça assez un bon punchline, donc je la reprends. Voilà, et donc en gros, l'idée, c'est sur son site de recréer des conditions intéressantes pour la biodiversité. Donc ça, bien sûr, c'est super, mettre des nichoirs, accueillir des habitats fonctionnels, mais il ne faut pas se contenter de ça. On y reviendra du coup sur le site. Merci. Effectivement, du coup, le premier message là à avoir en tête, hein, c'est que le site, c'est bien peut-être pour commencer, pour donner une impulsion, mais le gros du travail, il se fait essentiellement sur la chaîne de valeur, à travers les fournisseurs, l'approvisionnement, les matières premières qu'on utilise, et à travers aussi l'aval, notamment à travers les collaborations qu'on va faire avec ces différentes parties prenantes, à travers les messages qu'on va véhiculer, aussi à travers le produit qu'on propose, à travers la fin de vie des produits qu'on propose. Donc, il y a toute cette chaîne de valeur à étudier et à prendre en compte. Il y a des outils aujourd'hui qui existent pour faire ça. Merci Hortense pour ce premier piège à éviter. Le second piège qu'on a identifié, dont on parle aujourd'hui beaucoup, c'est vouloir à tout prix se référer à un seul indicateur. Vouloir à tout prix se référer à un seul indicateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du sujet du carbone, du climat, c'est plus facile entre guillemets, parce qu'on parle d'émissions carbone ou d'équivalent de tonnes équivalent d'émissions carbone. Du coup, c'est un indicateur. Et donc, on aimerait pouvoir aussi se dire, pour mesurer la biodiversité, on a un seul indicateur. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et ce n'est pas aussi simple sur la biodiversité. Pourquoi, Hortense, il ne faut pas se référer à un seul indicateur? Alors, en fait, pour cette histoire d'indicateur, il faut revenir un peu à la définition de base de la biodiversité qui va nous aider à éclairer. La biodiversité, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi? C'est à la fois la diversité. Ce n'est pas juste la diversité des espèces. Quand on pense biodiversité, le premier truc qui se dit, il faut qu'il y ait le plus d'espèces possible, c'est ça, mais pas que. C'est aussi la diversité des habitats, des écosystèmes. C'est au-delà de leur diversité, c'est aussi leur fonctionnalité, donc la qualité écologique des écosystèmes. Donc la fonctionnalité, c'est remplir des fonctions vitales pour les espèces, donc leur servir de zones de nourriture, des zones de reproduction, des zones de passage. Donc là-dedans, on pense des zones de déplacement à la connectivité écologique, des zones refuge, des zones d'hibernation, des zones de halte migratoire. Hein. Voilà, donc il y a tout ça, donc la diversité des écosystèmes et leur qualité, leur fonctionnalité. Donc évidemment, la diversité des espèces. Mais dans la diversité des espèces, il n'y a pas aussi que ça. Il y a des espèces qui sont très communes, d'autres qui sont très rares. On peut se référer notamment à des listes rouges de l'IUCN qui permettent d'identifier le statut, la dynamique des populations. Voilà, donc ce n'est pas forcément la diversité qui compte, mais c'est aussi est-ce qu'on a des espèces spécialistes? Est-ce qu'on a des espèces spécialistes des milieux forestiers, des milieux agricoles? Voilà. Et il y a aussi la diversité génétique.
qui est aussi importante, qui est plus difficile à mesurer parce que du coup, il faut faire des études un petit peu poussées, des analyses génétiques. Mais voilà. Et donc, du coup, sur la biodiversité, donc il faut bien se référer à ces 3 composantes. Et en fait, on va aller identifier finalement un état de la biodiversité. Ce qui nous intéresse, c'est la dynamique de l'état de la biodiversité. Et donc, du coup, si on veut être dans une démarche de restauration, régénération, etc., on va se dire finalement quel est l'état initial et à quoi je contribue. Et en fait, ces contributions, c'est est-ce que je contribue à renforcer la connectivité des écosystèmes, mais ça veut dire qu'il faut faire des indicateurs de connectivité. Est-ce que je contribue à renforcer la qualité, donc la fonctionnalité d'un écosystème? Donc ça veut dire est-ce que je vais avoir des couples X, est-ce que le nombre de couples de rossignols dans cette haie que je viens de planter va augmenter au fur et à mesure? Est-ce que je vais avoir plutôt des espèces, on va dire, indicatrices, donc des espèces spécialistes des milieux agricoles? Parce que peut-être que c'est intéressant d'avoir plein d'espèces hyper communes, mais on peut aussi se dire que c'est très intéressant d'avoir plutôt une espèce un peu plus rare ou plus spécialiste, etc. Donc, en fait, ça dépend vraiment des objectifs qu'on veut se donner. Donc, il y a les indicateurs d'état de la biodiversité. Il y a aussi des indicateurs, on va dire, alors qui sont pas vraiment, qui sont des indicateurs indirects sur la biodiversité, qui vont être plutôt des indicateurs, par exemple, de pression. On va se dire, en fait, en quoi je réduis telle ou telle pression sur la biodiversité. Et ça, après, l'idée, c'est quand même de mesurer si ça a un effet sur l'état de la biodiversité. Donc voilà. Après, il existe des indicateurs agrégés. Donc en fait, quand on parle souvent d'un seul indicateur unique, on parle du Mean Species Abundance, donc le MSA, le PDF, en fait des indicateurs agrégés. Mais en fait, tous ces indicateurs, c'est, on va dire, plutôt des indicateurs d'estimation d'impact. En fait, on ne va pas regarder vraiment un état, on ne va pas comparer, alors on compare un avant et un après avec le MSA, mais c'est quand on regarde un petit peu dans les publications comment cet indicateur il est construit, c'est vraiment une estimation à dire d'experts de comment l'abondance globale d'une population va diminuer après un état impacté. Et ça, en fait, c'est assez compliqué. Donc, quand on veut identifier l'impact, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organisations, enfin même souvent dans les documents, c'est pas clair. Il y a une grosse confusion entre les pressions et les impacts. C'est-à-dire qu'une pression, c'est quelle pression on génère. Donc, je vais mettre, donc c'est un petit peu là les volumes, le volume d'eau que je vais utiliser, les zones défrichées, etc. Mais quel impact concrètement ça va avoir sur des populations? Ça se mesure sur le terrain. À un moment, il ne faut pas oublier quand même que la biodiversité, c'est du terrain. C'est des oiseaux, des papillons, des fonctionnalités, et qu'en fait, à un moment, faire des trucs trop théoriques, ça n'a absolument aucun sens et que ça ne va pas du tout nous aider. Et c'est au contraire hyper délétère parce qu'on peut se dire, c'est bon, mon MSA, il a baissé de je ne sais pas combien. Oui, mais au final, est-ce que vraiment ça a changé quelque chose sur l'état de la biodiversité? C'est absolument pas sûr. Donc sur les indicateurs biodiversité, il ne faut vraiment pas oublier qu'à un moment, ça se mesure sur le terrain et que c'est des oiseaux, des papillons, des choses qu'on observer, des observations. Tu donnais l'exemple des pressions et des causes d'érosion de la biodiversité tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est aussi, ce sont aussi des bons indicateurs pour avoir des choses assez tangibles. Et justement, on parlait de la chaîne de valeur tout à l'heure, pour poser des indicateurs sur une chaîne de valeur où, si on a une chaîne de valeur qui est profonde, qui est profonde et où on a tout un tas de sites et où on n'a pas les moyens d'aller faire des diagnostics faune-flore précis sur chacun des sites sur une durée assez courte. Je trouve que se référer aussi aux causes d'érosion de la biodiversité et du coup de prendre comme indicateur les pressions comme des surfaces artificialisées, des volumes de matières polluantes utilisées, des volumes de forêts qui ont été déforestées, etc., etc. C'est aussi des bons indicateurs à avoir en tête pour aller dans une logique de réduction de pression sur la biodiversité. Oui, exactement. En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est que c'est au moins, en fait, ce sont des indicateurs qui sont pilotables. Alors, on n'est pas sur des indicateurs de biodiversité pure, mais on se dit que si on réduit telle ou telle pression, théoriquement, on devrait générer un impact moindre sur la biodiversité.
Donc, effectivement, ça, encore une fois, c'est le premier pas. Mais c'est hyper difficile pour un acteur. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'on revient à la traçabilité des chaînes de valeur. Si on se dit, bon, c'est super, moi, dans mon process, j'ai utilisé, je ne sais pas, 50%, j'intègre 50% de matière recyclée dans mon nouveau produit, on sait qu'on a généré une baisse de pression, mais est-ce que ça va avoir un réel impact tout au bout de la chaîne de valeur? Est-ce que pour autant, je sais pas, le forestier, il va déforester 50% de moins de forêt? C'est pas sûr. Donc, en fait, effectivement, il faut bien commencer par quelque part et il faut bien se donner des objectifs. Mais pour mesurer l'état de la biodiversité et son évolution, c'est là où, en fait, on va se heurter à des choses un peu plus techniques et compliquées, parce que ça veut dire qu'il faut faire des suivis très protocolés dans le temps. Et en fait, l'évolution de la biodiversité, ça peut se faire année après année, mais en général, bon, on a des tendances au bout de quelques années, quoi. Et on va aborder la partie suivi tout à l'heure. Merci pour ce deuxième point. On pourrait passer un webinaire tout entier à parler des indicateurs. C'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, ça pourrait être une idée. D'ailleurs, je crois que tu avais une idée, toi aussi, de créer des webinaires autour de ça. Donc, on pourra en reparler. Le troisième piège à éviter aussi, c'est que quand on parle d'impact des activités sur les écosystèmes, on pense souvent impact négatif. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas aussi que les impacts négatifs à prendre en compte, mais aussi les impacts positifs. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'image d'un satellite biomasse qui a été lancé notamment par le CNES en avril 2025, dont l'objectif est d'aller cartographier l'ensemble des forêts dans le monde pour mesurer leur capacité à capter du carbone. Là, du coup, on se dit que le lancement d'une fusée, la construction d'une fusée, ça a des impacts négatifs sur les écosystèmes. En revanche, l'utilisation de ce satellite va avoir, in fine, des impacts positifs sur la cartographie des forêts. Donc, on peut se dire que là, peut-être qu'on peut accepter des impacts négatifs parce que les impacts positifs seront aussi beaucoup plus importants derrière. Est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire sur ça, Hortense? Oui, parce que, alors, effectivement, les impacts négatifs, c'est bon, si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est que les entreprises, en général, elles génèrent plus on va dire, de pression qui ont des impacts négatifs que positifs. Donc, il y a quelques entreprises qui peuvent avoir des contributions positives. Et donc, effectivement, c'est intéressant de regarder les pressions qu'on génère et quels impacts positifs ça génère. Mais aussi, on peut se dire, finalement, est-ce que si on veut travailler, par exemple, sur sa chaîne aval, est-ce que l'utilisation de mon produit, est-ce que son utilisation, enfin, le service ou le produit que je génère peut avoir des impacts positifs? Et donc ça, c'est par exemple un des leviers qui est très intéressant pour des acteurs, par exemple, qui me disent « Ah, mais vous comprenez, moi, je suis dans le IT, je suis comptable, j'ai aucun lien avec la biodiversité, je peux absolument rien faire. » Alors, on dit « Si, dans votre chaîne, effectivement, si, voilà, vous avez des ordis, etc. Donc, vous ne dépendez pas de manière hyper directe de la biodiversité, mais dans les produits et dans les services que vous proposez, en fait, vous pouvez tout à fait agir de manière positive, donc contribuer de manière positive à réduire les pressions. Parce que là, par exemple, l'idée, c'est de se dire, est-ce que mon produit ou mon service va permettre à des acteurs, à des clients, à des utilisateurs de réduire leurs pressions? Voilà. Et est-ce que, par exemple, dans le cadre, tous les entreprises, par exemple, du paysage, je pense tout de suite à des entreprises comme, je sais pas, Topager, Ciel Monradis, des acteurs avec qui je travaille régulièrement, qui, en fait, dans leur business model est clairement de faire restaurer des zones en faveur de la biodiversité. Donc, créer des toitures végétalisées, créer des potagers et impliquer les salariés. Voilà, donc faire du conseil en écologie, en biodiversité, c'est clairement, voilà, c'est des activités qui, dans le cœur, sont en faveur de la biodiversité. Donc ça,
c'est des choses importantes à regarder. Si on veut, en fait, si on veut un petit peu changer de business model ou quoi, dans sa partie aval, se dire finalement, même si j'ai j'ai peu d'impact ou quoi, dans ma proposition de valeur et produit, je peux switcher et proposer des choses qui ont une contribution positive. Donc, regarder l'aspect aussi positif dans son plan d'action. C'est ça. Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour peut-être régénérer, avec des acteurs locaux est-ce que je peux contribuer à faire de la restauration écologique, financer des campagnes, des trucs comme ça. Ok. Voilà. Merci pour cette réponse. Quatrième piège à éviter, quatrième point, qui est le fait de construire un plan d'action sur son site sans diagnostic préalable ni de suivi dans le temps. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Je sais que pendant la préparation du webinaire, tu m'avais donné des exemples assez concrets. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ce n'est pas une bonne action de construire un plan d'action sur son site sans diagnostic préalable? Parce qu'en fait, il faut connaître les enjeux du site. Par exemple, est-ce que le site il est localisé à côté d'une zone d'intérêt écologique? Est-ce qu'il est parfois sur une zone d'intérêt écologique? Donc là, si c'est le cas, on peut se reboucler avec les enjeux un petit peu locaux. Et donc, c'est important en fait de faire passer un écologue sur des sites pour estimer un peu les enjeux écologiques et en quoi le site peut être amélioré pour la biodiversité. Parce que, voilà, en fait, c'est encore l'exemple des ruches. Si vous faites ça tout seul, vous pouvez vous dire, oui, j'ai vu, tiens, dans un article, je ne sais pas où sur Internet, que les ruches, c'était bien. Voilà. Donc, il y a quand même besoin d'une petite expertise, à un moment, écologue, qui va vous permettre de ne pas mettre des nichoirs n'importe où. Voilà, on visite souvent des sites qui sont labellisés, etc., et qui ont mis des nichoirs sur des poteaux plein milieu, des trucs qui ont pas de sens et qui vont malheureusement ne pas servir. Donc ça, c'est important en fait de quand même de se faire un petit peu accompagner. C'est pas forcément des énormes missions, mais juste au moins avoir une vérification avec une expertise qui vous permet de dire ok, on a mis les bonnes graines, on a planté les bonnes espèces, on sait que ça va marcher, que si le nichoir, là, ça n'a peut-être pas de sens de mettre un nichoir pour des mésanges, mais il vaut mieux peut-être mettre des nichoirs à moineaux. Tiens, si on met juste un nichoir à martinet dans une façade, ça ne va pas marcher parce que bon, ça, c'est une espèce qui vit en colonie, donc il faut en mettre au moins 3 ou 4 et puis plutôt rassembler. Enfin voilà, juste des petits points comme ça pour s'assurer que les actions mises en place, elles correspondent aux enjeux du site, que ça va avoir un intérêt pour le site et pour le territoire. Et pourquoi le suivi? Encore une fois, c'est important de savoir si ce qu'on fait, on marche, ça fonctionne. Et dans les indicateurs, vous pouvez très bien aussi, dans vos reportings, faire la distinction entre des indicateurs, on va dire, de moyens que vous avez mis en place. Par exemple, voilà, j'ai switché d'une gestion conventionnelle à de la gestion différenciée, j'ai implanté tel nichoir, j'ai replanté des prairies, etc. Et en fait, il y a un moment, c'est quand même important de savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, si ça fonctionne, on se dit finalement, est-ce que mon nichoir, concrètement, il est occupé par quel type d'espèce? Alors, si on veut aller plus loin, on peut carrément aller compter les œufs, les petits, etc., pour faire une suite de population. Bon, ça, c'est des trucs de geek d'écologues, mais c'est intéressant. Enfin, en tout cas, nous, ça nous intéresse. Et voilà, donc après, on peut aller assez loin de faire des protocoles et protocoler les suivis pour en fait s'assurer que les actions sont pertinentes et sont efficaces dans le temps. Et ça vaut du coup pour un site, mais ça vaut aussi pour les actions qui ont été prises sur la chaîne de valeur, comme on disait tout à l'heure, qui vont être sur les actions de la chaîne de valeur, quoi, aussi. Oui. Mettre en place des suivis, des outils de pilotage aussi pour suivre des indicateurs qu'on a évalués. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Pour rien que, par exemple, si on fait un plan de réduction de pression, se dire, OK, est-ce que cette pression-là, j'arrive à maintenir une réduction dans le temps, etc. Ouais, super. Je vois qu'il y a l'heure qui tourne vite. On a plein de choses à dire. On va passer sur la partie gouvernance, donc cette nouvelle catégorie de pièges à éviter, avec ce premier point qui est, lorsqu'on met en place une stratégie biodiversité, qui est de ne pas impliquer l'ensemble des métiers et des services à la démarche. Voilà. Est-ce que c'est vrai que ce qu'on
peut remarquer parfois, et c'est la raison pour laquelle ça ne peut parfois des stratégies, des plans d'action biodiversité ne peuvent pas fonctionner, c'est qu'elles sont un peu trop décorrélées de la politique RSE globale, ou alors l'ensemble des membres de l'entreprise, des services de l'entreprise n'ont pas forcément été consultés. Du coup, les plans d'action, ils sont pensés, ils sont mis sur le côté, et puis en fait, ils fonctionnent, ils sont jamais mis en place, quoi. Toi, quel est ton regard par rapport à ça? Et du coup, pourquoi c'est important d'aller impliquer l'ensemble des métiers et des services à la démarche biodiversité? Eh ben, sur les aspects chaîne de valeur, en fait, c'est très important parce que souvent, mieux prendre en compte la biodiversité, ça implique quand même de faire quelques changements. Donc, ça peut être des changements, par exemple, en termes d'achat. Donc là, en fait, ça va être les achats qui vont être sollicités. On peut aussi changer les process de production. Donc là, on peut solliciter des ingénieurs, en fait, toute la R&D pour changer un peu, pour faire des produits différents, un peu en éco-conception ou des choses comme ça. Si on fait de l'éco-conception, on peut aussi valoriser ça à partir du marketing et de la communication. Et pour essayer de ne pas faire du greenwashing, pour dire, regardez, mon produit, il est vraiment super pour la biodiversité, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même d'avoir une vision globale pour ne pas, en fait, faire du greenwashing sans le vouloir. Ou pas ne pas, voilà, pour communiquer, on va dire, de manière pas tout à fait adéquate ou pertinente sur un sujet. Il y a aussi la finance, parce qu'à un moment, si on switch totalement, si notre produit phare, on veut totalement le changer, on peut se dire, attention, c'est quoi le coût de transition? Ça, c'est important aussi de faire, voilà, il y a un moment, l'entreprise, elle est là aussi pour être pérenne dans le temps. Donc, faire des changements trop radicaux, trop rapides, ça peut générer une fluctuation, ça peut générer des risques financiers. Voilà. Et pareil, sur les enjeux, ça, c'est plutôt sur les enjeux chaîne de valeur et sur les enjeux des sites. Il y a impliquer les collaborateurs, ça peut être intéressant parce que c'est quand même eux qui vont profiter des espaces verts s'ils ont la chance d'en avoir. Il y a toute une partie un peu communication, RH, qui sont en général impliqués dans ces sujets. Parce que si il peut y avoir des entreprises, alors maintenant on a le label par exemple Biodiversity, qui intègre vraiment toutes les aménités liées aux espaces verts pour les utilisateurs. Et en fait, il faut aussi changer de regard. Par exemple, moi, c'était une dizaine d'années quand je faisais ma thèse et quand je disais à des gestionnaires de sites, là, mais ça serait trop bien de laisser l'herbe pousser, de mettre des transats, parce que là, les gens, ils pourraient profiter un petit peu de cet espace qui est totalement vide et qui ne sert à rien. Il nous disait, non, mais vous êtes complètement. Voilà. Bref, il me disait que j'étais un petit peu originale. Je ne sais pas comment dire ça, mais il disait, mais moi, je n'ai pas envie de voir mes collaborateurs vautrer dans l'herbe à l'heure de déjeuner, bronzer, c'est pas possible, etc. Donc, du coup, il y a un peu un changement de regard à faire là-dessus. Voilà. Et donc, sur la partie aussi gestion écologique, dès qu'on change un peu de pratique, il faut expliquer aux gens pourquoi on le fait. Et ça, je crois qu'on va y revenir un petit peu plus tard. On y revient juste après, c'est ça. Merci Hortense. Donc, on parle de l'implication des collaborateurs, des gens, des métiers, des services au cœur de l'entreprise, mais aussi on parle de l'implication des parties prenantes externes. Est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Donc, quand on parle de parties prenantes externes, on a parlé des fournisseurs dans la chaîne de valeur. On parle aussi, on parle aussi des territoires, des entreprises qui sont dans son territoire, des collectivités, des clients. Voilà, toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec notre organisation et qui vont pouvoir impliquer pour que ça soit efficace. Oui, c'est hyper important parce que effectivement, les clients, les fournisseurs, tous les acteurs du territoire sont impliqués. Et par exemple, quand on veut être dans une démarche un peu on va dire, de restauration écologique ou régénération, ça dépend comment on l'appelle. Donc, je fais référence à une mission que j'ai eu la chance de faire avec Véronique Dame, qui est la fondatrice de Biodivcorp. On a travaillé pour Pernod Ricard, qui est assez engagé sur ces aspects d'agriculture régénératrice, etc. Et on regardait en fait sur le territoire de Cognac quels étaient les enjeux écologiques de ce site et comment en fait toutes les parcelles de Martel pouvaient contribuer de manière positive aux enjeux du territoire.
Donc, du coup, on a regardé quelles étaient les parcelles qui étaient localisées à proximité de zones Natura 2000, comment on pouvait se connecter avec tous les animateurs Natura 2000, mais quelles étaient finalement les actions faites déjà dans le cadre de des plans d'action Natura 2000, comment l'entreprise pouvait s'insérer et finalement rentrer en cohérence avec les enjeux de son territoire et de contribuer. Donc là, il y avait pas mal d'enjeux liés aux zones humides, par exemple, donc contribuer à la restauration de zones humides, contribuer à la restauration de prairies sèches, de tourbières, etc. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se connecter aussi aux enjeux du territoire. Et si on veut être dans une démarche de régénération, entre guillemets, des territoires, c'est encore une fois vraiment du terrain. Enfin, en tout cas, je parle sur l'aspect purement écologie, biodiversité. C'est qu'il y a un moment, on restaure des écosystèmes, quoi. Donc ça, c'est très important de se connecter au territoire pour connaître les enjeux du territoire et pour en fait financer des choses, pour en fait contribuer à renforcer ces choses-là et pas faire des petites actions un petit peu pour son truc à nous, voilà, de manière un peu solitaire. Il faut vraiment se connecter aux acteurs du territoire, aux conservatoires des espaces naturels, aux agences régionales locales pour connaître bien les enjeux locaux et faire des actions qui soient pertinentes. Un autre exemple moi, que j'aimerais bien raconter, c'est une entreprise avec qui on a travaillé qui s'appelle Omi, que peut-être que vous devez connaître, qui produit des produits alimentaires issus donc bio et issus de l'agriculture régénératrice. Eux, ils ont créé, donc en parlant de parties prenantes, ils ont créé une coalition qui s'appelle Lively Earth. Cette coalition, elle a été notamment créée en collaboration avec des marques de distribution comme Naturalia, ou des marques comme Crowd Farming, etc. Et le but, c'est qu'à travers cette coalition, donc d'acteurs du même écosystème économique, on va dire, ils vont, à travers cette coalition, produire des documents, faire des groupes de travail, réfléchir ensemble à comment accélérer la pratique et l'adoption de l'agriculture biorégénérative, à l'échelle européenne. Et du coup, en faisant des coalitions aussi avec d'autres entreprises qui travaillent sur les mêmes sujets, il y a aussi cet objectif de on avance mieux à plusieurs, on est plus fort à plusieurs, et du coup, on peut faire accélérer la prise en compte des sujets qu'on porte, notamment pour la préservation de la biodiversité. Enfin, donc, tu as commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure, la partie formation, sensibilisation, c'est un peu le cœur du sujet aussi, pour donner du sens à une politique de biodiversité dans l'entreprise et pour faire en sorte que l'ensemble des services se l'approprient et savent pourquoi ils doivent soit changer, soit se mettre en mouvement. La formation, la sensibilisation, c'est hyper clé. Tu voulais nous raconter un exemple sur ça, Hortense? Ouais, je crois qu'il y avait, en fait, sur sensibiliser ces équipes. Donc, par exemple, si on parle site, là, encore une fois, c'est très important d'expliquer pourquoi on arrête de tondre et que c'est pas juste, on n'a plus de financement pour le jardinier. Ça m'est déjà arrivé de travailler sur des espaces où en fait, il y a eu des plaintes parce que l'herbe n'était pas bien tondue, etc., etc. Donc, il faut vraiment expliquer. Et en fait, aussi, on se rend compte sur les sites que plus on donne à regarder, plus on dit, regardez, sur cette zone, il y a des espèces, par exemple médicinales, des choses comme ça. C'était un site, le site de L'Oréal à Chevilly-la-Rue, qui était un de mes sites de thèse. Et en fait, ils avaient aménagé toute une zone avec que des espèces qui sont utilisées en cosmétique ou médicinales. Et en fait, avec le nom des espèces, à quoi elles servaient. Et donc, du coup, dans les questionnaires qu'on avait envoyés, tous les participants, ça ressortait vraiment assez fort qu'ils adoraient cette zone parce qu'ils apprenaient des choses. Ils se disaient, finalement, cette plante, elle est très jolie, je vais pouvoir la mettre dans mon jardin, ou des choses comme ça. Donc, quand on donne à observer, les gens s'intéressent, en fait. Voilà. Et donc, finalement, aussi, un truc sur lequel on s'est rendu compte, c'est que les gens, en tout cas, en comparant des espaces verts où il n'y avait que de la pelouse et d'autres où il y avait justement de la gestion différenciée des arbres, les participants, en grande majorité, ils préfèrent, en vrai, quand il y a de la pelouse quand il y a de la prairie et des arbres et pas juste de la pelouse toute rase. Donc ça, c'est un peu des trucs à déconstruire. Et sensibiliser aussi les équipes. Par exemple, ça m'est arrivé de travailler avec des promoteurs. En tant qu'écologue, on travaille beaucoup avec des promoteurs. Et en fait, l'idée, c'est aussi de former un petit peu les équipes en interne pour se dire, tiens, si on répond à un concours, par exemple, pour construire des logements dans une commune en Île-de-France, si le terrain qu'on vous propose, il y a plein d'arbres dessus,
bon, on peut se dire qu'il y aura sans doute des enjeux biodiversité. Donc, en fait, juste former un tout petit peu les équipes à détecter de manière un peu, je veux dire, du bon sens. On n'a pas besoin d'être écologue pour se dire, bon, bah, il y a des arbres, il y a beaucoup de verre. Effectivement, on va devoir tout défricher. Bon, vu, sachant que quasiment tous les oiseaux sont protégés, il risque d'y avoir un petit enjeu oiseau. Donc, former les équipes à identifier les enjeux écologiques comme ça, de manière un peu en amont, ça peut être vraiment intéressant pour les équipes. Ça évite de perdre du temps et de l'argent. Et pour revenir à la partie service et les exemples que tu citais tout à l'heure, sur les exemples notamment du service achat, l'exemple du service ingénierie ou production, les personnes qui vont travailler sur la partie produit, qui vont concevoir des produits, lorsqu'ils vont être dans cette logique de conception, les former et les sensibiliser à ces enjeux de biodiversité, eux, ça va leur permettre aussi très en amont, de pouvoir mieux orienter les matériaux qu'ils vont pouvoir utiliser dans la conception d'un produit, les fournisseurs avec lesquels ils vont aller travailler, la fin de vie des produits qu'ils vont vouloir utiliser, et même le business model au final de la vente d'un produit. Et donc, quand on réfléchit par exemple à l'usage d'un produit, est-ce qu'on va vouloir faire en sorte que ce produit dure le plus longtemps possible et être dans des logiques par exemple de réparation plutôt que dans une logique de le produit, une fois qu'il est fichu, on va dire, on le met à la poubelle. Du coup, ça va rentrer dans des logiques de pollution. Et en fait, si on pense en amont à non, moi j'ai plus envie qu'il soit possiblement réparé ou autre, en fait, on va avoir un impact moindre sur les écosystèmes aussi. Donc, ça rentre aussi toute cette formation dans la partie conception des produits, achat, finance, etc. etc. quoi. Complètement. Tout à fait. Super, merci. Et de quoi? Il nous en reste 2. Ouais, c'est ça. Il nous en reste 2, c'est ça. La partie, donc ça, on l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure sur l'alignement justement entre stratégie biodiversité, stratégie RSE. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ça. Oui, rapidement, en fait, il faut avoir une vision un peu globale, c'est-à-dire que quand il y en a qui nous disent « Ah, mais c'est bon, on a déjà fait notre bilan carbone, oh là là, c'est quand même galère, vous nous demandez maintenant de faire le bilan biodiversité. » En fait, oui, mais il y a plein de choses par exemple, quand on fait le bilan carbone, il y a plein de choses qu'on va pouvoir réutiliser dans le cadre d'une stratégie biodiversité, parce qu'il ne faut pas oublier que le changement climatique, c'est une des pressions sur la biodiversité. Donc, en fait, finalement, siloter un petit peu les sujets comme ça, c'est un peu dommage parce que en fait, ça fait perdre un peu de temps et d'énergie au lieu d'avoir une approche un peu globale. Et c'est ce qui est intéressant, par exemple, sur la structure des ESRS dans la CSRD. C'est du coup avoir une approche un petit peu globale. Et quand on regarde tous les ESRS, finalement, c'est que des causes d'érosion de la biodiversité. Donc, en fait, finalement, la biodiversité, travailler d'abord sur la biodiversité, ça permet de faire tout en même temps. Donc, je vous inviterai à travailler, avoir une stratégie RSE plutôt axée biodiversité, parce que le carbone fait partie des éléments de la biodiversité, quoi. C'est ça. Et pour réduire ces pressions, si on réduit son empreinte carbone, on réduit aussi les pressions sur la biodiversité. Exactement. Le dernier point, c'est la mise en place d'actions de compensation sans envisager d'éviter ou de réduire. C'est ça. Quand on rentre dans des logiques de plan d'action, on peut suivre une logique qui s'appelle la logique ERC, éviter, réduire, compenser. Et ce qui est préconisé, c'est d'abord de songer à l'évitement de pression. Si on n'arrive pas à éviter, de réduire, et si on n'arrive pas à réduire, compenser. Mais il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui commencent par compenser, sans se poser la question de comment est-ce que je peux éviter ou réduire. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, toi, par rapport à ça? Nous, en fait, en tant qu'écologue, du coup, on est soumis, c'est la loi de 2016, donc ce n'est pas une loi récente. Donc, nous, on est habitués à réfléchir évitement, mesures d'évitement, mesures de réduction et mesures de compensation si les mesures d'évitement et de réduction ne permettent pas, ont des impacts résiduels. Et donc, en fait, cette réflexion, elle est très cadrée pour quand on fait des études d'impact ou quand on travaille sur l'évitement d'impact sur des espèces protégées. Et donc, ça permet de vraiment, on est censé pousser aussi les promoteurs à
ou les aménageurs, hein, à modifier un petit peu leur projet. Et les mesures d'évitement, c'est clairement éviter de détruire, conserver des zones intactes sur les sites. Voilà. Donc, conserver des linéaires de haies, conserver des arbres, conserver le maximum d'éléments intacts sur les sites, voire même carrément modifier totalement les tracés. Donc, ça se voit sur des tracés d'autoroutes, de lignages de chemin de fer, des choses comme ça, pour éviter les zones les plus importantes d'un point de vue écologique. Et voilà. Donc, en fait, l'évitement, le truc, c'est que si on évite les impacts, l'idéal, c'est de tout éviter. Comme ça, on n'a ni à réduire, ni à compenser. Et en fait, effectivement, la compensation, on sait que ça ne marche pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques. Là, le muséum fait beaucoup de retours là-dessus. Et en fait, pour atteindre une équivalence, ce qu'on appelle une équivalence écologique, voire un gain écologique, ce qu'on est censé avoir quand on fait de la compensation écologique, c'est extrêmement difficile parce que si vous avez des chouettes chevêches qui vivent dans un endroit qu'on le dézingue et qu'on lui dit non, mais c'est bon, regarde, à 3 km, on t'a refait un petit habitat qui devrait quand même te convenir. Bon, la chouette, elle y va pas, on n'est pas sûr, quoi. Donc, c'est absolument pas garanti. Voilà. Et puis, récemment, là, sur un site, pareil, on a regardé une zone de compensation où il y avait une destruction d'une flore, d'une espèce protégée. Il y en a une sur deux qui a pris, quoi. En gros, donc le spot, en fait, toute la station de la luzerne de Montpellier, là, elle n'a pas du tout pris sur la zone qui lui était réservée. Donc, voilà, une plante, ça se plaît ou ça se plaît pas, et ça, on ne peut pas trop maîtriser. Et on peut se dire, même si on se dit, on artificialise par exemple 1 hectare et en contrepartie, on va désartificialiser et restaurer 150 hectares, en fait, ça peut ne pas marcher aussi. Il peut y avoir une plante qui était là sur l'hectare et qui ne va jamais réussir à retrouver sa place dans les 150 hectares. Voilà. Bon, après, si c'est 1 hectare pour 150, on peut se dire qu'il y a quand même d'autres espèces qui vont arriver. Donc, cette ordre de grandeur-là, ça va. C'est plutôt, ça peut être pas mal. Un extrême pour. Oui. Super. Merci. Il y a pas mal de questions en ligne. Tu veux qu'on passe un peu à… Je vais juste faire un tout petit rappel sur… Parce que là, on a parlé de qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, mais si vous débutez sur le sujet, si vous découvrez le sujet, on a d'autres webinaires qui sont disponibles sur notre page YouTube pour comprendre aussi comment est-ce qu'on peut agir pour la biodiversité. On vous renverra le replay. Mais du coup, ça, c'est un peu les 3 grandes étapes que nous, on préconise. Il faut commencer par diagnostiquer sa chaîne de valeur, son site, observer les enjeux et hiérarchiser les enjeux en risques et opportunités. Deuxième grande étape, c'est que quand on a analysé toute cette emprise sur la biodiversité de notre chaîne de valeur de notre site, c'est qu'est-ce qu'on fait, quels sont les indicateurs qu'on veut mettre en place pour réduire nos pressions, quels sont les plans d'action qu'on veut mettre en place, quelle est la stratégie qu'on adopte vis-à-vis de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place ça, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place, comment est-ce qu'on le suit et comment est-ce qu'on le valorise auprès de ses collaborateurs, de ses parties prenantes externes. Donc voilà, c'est vraiment les 3 étapes très, très rapidement expliquées. On va passer à la phase de questions. On a eu quelques questions, effectivement. Je crois que tu les as vues, Hortense. Alors, peut-être je les lis. La première, c'était celle de Nicolas. Ah oui, tu les remontes. OK. Les secteurs d'activité les plus dépendants des services écosystémiques. Oui, les secteurs les plus dépendants des services, c'est en fait tout ce qui va être lié à l'agriculture, l'agroforesterie, enfin la foresterie, tout ce qui va être exploitation de bois. Voilà, vous avez en fait maintenant il existe en fait des comment ça s'appelle, des tableaux qui permettent de quantifier à quel point les secteurs d'activité les plus dépendants des services écosystémiques. Il y a l'énergie aussi. Voilà, je crois que c'est vraiment et le bâtiment, tout ce qui va être construction et construction immobilier. Et il y a aussi la partie cosmétique et pharmaceutique aussi qui dépend pas mal. C'est tout ce qui va puiser directement, en fait, dont l'approvisionnement est directement lié à des ressources issues du vivant, on va dire. Donc, ça va être tous ces secteurs-là qui sont les plus dépendants. Et de quels services écosystémiques ? En fait, c'est beaucoup, c'est tous les, on va dire, beaucoup de services d'approvisionnement.
Qu'est-ce qu'on va puiser directement? L'eau, par exemple, dans la transformation aussi parfois des produits. Et puis, tous les services de régulation. Par exemple, aujourd'hui, la forêt, typiquement, la régulation des ravageurs, c'est un service hyper important, ou la pollinisation pour l'agriculture. Donc, c'est beaucoup de services de régulation. Le bon fonctionnement des cycles de l'eau, par exemple, qui sont favorisés par les zones humides. Tout ça, c'est des services qui sont vraiment très importants. Donc, voilà. Et les services écosystémiques sont assez interdépendants aussi. Si l'un n'existe pas, l'autre n'existe pas non plus, quoi. Donc, Voilà, exactement, ouais. Par exemple, pour les secteurs du tourisme, le service un peu culturel, la beauté des paysages, etc., c'est quand même, il y aurait peut-être moins de gens qui iraient se balader, je sais pas, en Thaïlande, si tous les coraux étaient morts, par exemple. Donc, s'il n'y a plus trop de poissons à aller regarder, après, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui sont pas forcément intéressants que par le snorkeling en Thaïlande, mais bon, bref, c'est un exemple comme ça. Alors, quels secteurs ne dépendent pas de services écosystémiques? Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Oui, effectivement, il y a un moment, en fait, vu qu'on vit sur une planète dont on exploite des ressources, à un moment, on va dire qu'on dépend de plus ou moins loin, en fait. Ça va être, disons, toutes les activités de service vont dépendre un peu moins directement. Mais encore une fois, on est tous devant nos ordinateurs. Ces ordinateurs, ils consomment. En fait, il y a des composants dedans qui sont issus de minerais rares. Donc, en fait, ça dépend pas vraiment du bon fonctionnement des écosystèmes, parce qu'on va dire que c'est plutôt de la géologie. Mais ça peut avoir un impact quand même, parce que on extrait beaucoup de choses, et en fait, toute la transformation, par exemple, de tout ce qu'on utilise en termes de matériel informatique et d'énergie, ça va dépendre. Par exemple, l'eau, c'est quand même assez important. L'eau, ça va permettre quand même de transformer l'ensemble de ces composants. Et il y a aussi, moi j'aime bien dire aussi que justement dans les entreprises de services ont des clients qui ont des liens directs avec les écosystèmes qui dépendent directement des écosystèmes. Et du coup, si ces clients, leurs activités sont impactées par la dégradation des écosystèmes et par la dégradation des écosystèmes, du coup, ils vont perdre des parts de marché, du chiffre d'affaires, et du coup, potentiellement, ils ne seront plus clients de l'entreprise de service. Et donc, ça peut impacter aussi économiquement l'entreprise de service, indirectement, comme ça. Oui, complètement. La question de Étienne, les crédits biodiversité, grande question. Merci Étienne. Alors, les crédits biodiversité, c'est compliqué. En fait, la méthodologie de calcul, elle n'est pas tout à fait encore vraiment stabilisée. C'est difficile de se prononcer. Après, il faut craindre, on va dire, comment ça s'appelle, un petit peu les déboires des crédits carbone. Hein, si ça devient des crédits de permettre à détruire quelque part pour en fait, on se dit, c'est bon, j'ai acheté des crédits, tout va bien. Voilà, je sais pas, j'ai du mal à me prononcer pour le moment. Il y a il y a plusieurs méthodos en ce moment qui sont discutées, qui sont discutables. Voilà. J'ai pas d'avis hyper tranché sur le sujet. C'est trop tôt pour le moment. Moi, j'ai rien vu pour l'instant où j'avais fait un effet. Ah ouais, oui, c'est vraiment trop bien. Il y a plusieurs approches en ce moment qui sont. Tout n'est pas tout à fait stabilisé dans les démarches de la manière de calculer. Donc, je pense que ça peut être un super outil, mais ça dépend vraiment comment il est utilisé, comment il est calculé. Mais pour le moment, il n'y a pas assez de recul sur le sujet. Et là, du coup, on est dans une logique plutôt de compensation avec les crédits biodiversité aussi. Ça dépend. Il y a une approche qui essaye justement de pas vraiment aller vers ça, mais pour l'instant, c'est pas tranché. C'est pas tout à fait stabilisé la méthode de comment on va les calculer. On arrive à la fin. Si tu veux, peut-être, si tu arrives à répondre aux deux dernières questions, Hortense. Alors, deux dernières questions. Alors, la chaîne de valeur est bien plus destructrice que le site. Tu proposes quand même de faire des potagers de type ciellement radis. En fait, j'ai envie de te dire, oui, là, par exemple, oui, je trouve que c'est quand même toujours intéressant. En fait, c'était un peu un choc quand je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, en fait, ce que je fais depuis 10 ans, ma thèse, tout ça, ça sert vraiment à rien.
mais quand même, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle un peu quand même la biodiversité ordinaire. Et on voit bien que, en fait, même si c'est pas le plus important, c'est quand même hyper important pour les gens qui sont sur les sites. Il y a il y a un vrai truc, surtout quand on vit un peu en milieu urbain, de bien-être au travail lié à la présence de nature sur son lieu de travail. Et ça, il y a quand même beaucoup d'études scientifiques dans le champ de la psychologie de l'environnement qui montrent que avoir des espaces verts sur son lieu de travail, ça permettait vraiment de réduire, on va dire, le stress, ça permettait d'augmenter le bien-être, voilà, émotionnellement. Enfin, le bien-être mental lié à la présence d'espaces verts sur son lieu de travail, sur le lieu de vie, c'est quand même hyper important. Et je trouve que c'est, en tout cas, quand même, ça recrée des petits îlots de biodiversité en milieu urbain. Donc, quand on travaille sur l'écologie urbaine, comme moi, c'est un petit peu mon cœur aussi scientifique, l'écologie urbaine, finalement, on se rend compte que tous les petits, même si c'est petit, même si c'est des pieds d'arbres, même si c'est des petits trucs, en fait, tout mis bout à bout, ça permet quand même de créer un écosystème favorable. Ça rend beaucoup de services, en fait, tous les services culturels liés au bien-être physique et mental. Si aller faire des potagers, ça te permet d'aller un peu plus dans le jardin, de bouger, de cueillir 3 tomates, ça fait plaisir, en fait. Donc, tout ça, ça contribue quand même au bien-être psychologique. Et donc, c'est quand même vraiment intéressant et c'est pas du tout négligeable. Parce que vraiment, pour peu que ces petits jardins ils soient bien faits, qu'ils aient qu'ils mettent les bonnes espèces, etc. Par exemple, Topager, ils font des études biodiversité sur tous les toitures végétalisées qu'ils sont en train de refaire. Et en fait, une toiture végétalisée, quand elle est bien faite, c'est bien pour la biodiversité. Ça lutte contre les îlots de chaleur en milieu urbain. On en a quand même vraiment besoin compte tenu des contextes. Ça gère les eaux pluviales vachement bien. Donc, quand on va avoir des épisodes pluvieux, ça permet de faire en fait un peu une zone tampon, donc de moins solliciter les réseaux. Et donc, finalement, ça rend quand même beaucoup de services. Donc, même ces petites zones effectivement, quand on regarde une échelle globale, c'est peut-être pas ce qui est le plus impactant, voilà. Mais à l'exploitation, c'est quand même vraiment très intéressant. C'est pas à négliger, en tout cas. Il faut les deux, quoi. Il faut les deux. Ouais. Super. On a un peu dépassé, donc je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Hortense. Je vous ai partagé dans le chat des petits liens. C'est qu'un lien, une actualité, on a sorti une étude là vous voyez à l'envers, mais il y a quelques mois, qui s'appelle « Intégrer le vivant au cœur des entreprises », avec plein de cas concrets d'entreprises qui nous ont raconté comment est-ce qu'elles font pour prendre en compte la biodiversité dans leur stratégie. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller la télécharger. Puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre newsletter aussi pour être tenu au courant de la parution de nos prochains webinaires. Là, c'était le dernier de la saison. On se retrouve en septembre. Et puis voilà, on vous enverra du coup dans l'après-midi le replay si vous voulez le partager autour de vous. Et puis voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Hortense. Merci, merci à tous et à toutes. On espère que ça vous a plu. Et pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu. On est là. Voilà. Merci à tout le monde. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bel été.